Bienvenue sur la chaîne Conversation inspirante. Ici, nous plongeons dans les trésors littéraires pour explorer des idées puissantes et profondes. Que vous soyez un amateur de littérature ou simplement curieux, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et partons ensemble dans ce voyage au cœur des mots et des pensées les plus inspirantes. Merci de nous rejoindre dans notre communauté et bonne écoute. Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez fascinants, sur les tout débuts de l'humanité, pour essayer de comprendre ce qui a rendu Homo sapiens si particulier. On imagine souvent, vous savez, gros cerveau, outils, et hop, domination immédiate. Mais l'histoire est bien plus complexe que ça. Prêt à décortiquer ? Tout à fait. Et ce que ces analyses montrent bien, c'est que pendant très très longtemps, on parle de millions d'années, là, nos ancêtres, malgré ce cerveau qui grossissait, malgré les outils, ils étaient loin, très loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Ah ouais. Oui. Ils craignaient les prédateurs, ils vivaient surtout de cueillette et, point important, de charognage. Une place plutôt modeste, quoi. C'est surprenant quand même. Une de leurs premières niches, d'après ce qu'on lit, ça aurait été de casser les os laissés par les gros carnivores. Exactement. Une fois que les lions, les hyènes, les chacals s'étaient servis, eux, ils arrivaient avec leurs outils pour extraire la moelle. La moelle, incroyable. C'est pas vraiment l'image du grand chasseur triomphant qu'on a en tête. Absolument pas. Plutôt profil bas et reste du festin pendant très longtemps. Et cette longue période au milieu, suivie d'un bond mais alors spectaculaire vers le sommet et environ 100 000 ans avec Sapiens, ça a eu des conséquences énormes. Comment ça ? Ni l'écosystème, ni peut-être même notre propre psychologie n'ont vraiment eu le temps de s'ajuster complètement. Et c'est là que certains textes avancent une idée assez troublante. Cette ascension hyper rapide de quasi-proie à super-prédateur, ça pourrait expliquer une part de notre anxiété. De notre agressivité. Et c'est une hypothèse forte, oui. L'idée, c'est que, contrairement aux lions, par exemple, qui sont au sommet depuis des lustres, notre arrivée rapide aurait laissé des traces. On serait peut-être plus méfiant, plus prompt à la peur, voire à la cruauté. Comme une sorte de mémoire inconsciente de cette précarité passée. Voilà, c'est un peu ça l'idée que certaines interprétations soulèvent. Ça pourrait éclairer notre tendance, même aujourd'hui, à la méfiance rapide entre groupes face à des menaces parfois plus perçues que réelles. Une psychologie marquée par le peur, une ascension trop rapide. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a permis cette ascension? C'était quoi le déclic? On arrive au cœur du sujet. La révolution cognitive. Ça se passe il y a environ 70 000 ans. C'est une période où nos capacités cognitives changent profondément. Et la clé, ce serait ? Le langage. Mais attention, pas juste la capacité de dire « Attention, un lion !» Ça, d'autres animaux communiquent le danger. Non, la vraie révolution, c'est notre nouvelle capacité à parler de choses qui n'existent pas matériellement. Parler de l'immatériel. C'est là que ça devient fou, non ? C'est exactement ça. La capacité d'inventer et surtout de croire collectivement à des fictions. Les mythes, les dieux, l'argent, les nations, les lois, même les entreprises. Des concepts abstraits, en somme. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que cette aptitude unique, elle permet une coopération. Mais une coopération flexible et une échelle immense. Bien au-delà des 150 individus qu'on peut gérer par lien direct ou commérage, la limite qu'on observe chez d'autres primates, et sans doute chez les humains d'avant. Donc, cette colle mythique, cette capacité à partager une réalité imaginaire, ce serait ça la clé de notre succès planétaire ? C'est ça qui explique comment Sapiens a pu supplanter d'autres humains, comme Néandertal, qui avaient pourtant eux aussi un gros cerveau, des outils. C'est l'hypothèse la plus solide qui ressort des données, oui. Pouvoir coopérer par milliers, voire millions, autour d'un mythe commun, un dieu protecteur, une nation, un projet, ça donne un avantage absolument décisif. Et la rencontre avec Néandertal et Denisova, alors, ça s'est passé comment ? C'est une histoire complexe. La génétique récente nous montre qu'il y a eu du métissage. On a entre 1 et 4% d'ADN néandertalien chez les Eurasiens, jusqu'à 6% d'ADN dénisovien chez certains peuples d'Océanie ou d'Australie. Donc, on pouvait avoir des enfants ensemble, Oui, mais apparemment c'était limité. Ça suggère qu'on était à la limite de devenir des espèces distinctes. L'interfécondité était possible, mais peut-être rare, ou alors les hybrides étaient moins fertiles, ou les différences culturelles, cognitives, rendaient ces unions difficiles sur le long terme.
Et leur disparition assez rapide après l'arrivée de Sapiens. Compétition, ou pire. Les sources envisagent plusieurs scénarios, probablement un mélange. La compétition pour les ressources, c'est certain. Sapiens, avec ses réseaux sociaux plus larges, sa coopération peut-être plus efficace, aurait pu tout simplement mieux s'en sortir. Et l'autre hypothèse. L'hypothèse de la violence directe est aussi sur la table. Conflit, voire ce qu'on appellerait aujourd'hui du nettoyage ethnique. Une phrase choc tirée d'une analyse résume bien ce dilemme potentiel. Néandertal était peut-être trop familier pour qu'on l'ignore, mais trop différent pour qu'on le tolère. C'est d'une pensée assez sombre. En effet. Donc, pour résumer, oui, les outils, le cerveau, c'était important. Mais le vrai changement de donne, le game changer comme on dirait, ça semble vraiment être cette capacité unique de Sapiens à utiliser le langage pour créer et partager des fictions. C'est ça qui a permis la coopération de masse et qui nous a propulsés. Ce qui nous amène à une réflexion pour aujourd'hui peut-être. Tout notre monde moderne, nos États, nos religions, nos systèmes économiques reposent entièrement sur ces réalités imaginaires qu'on partage tous. Absolument. Alors, en gardant ça en tête, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à démêler dans nos vies, dans nos sociétés actuelles, ce qui relève de cet héritage lointain du chasseur-cueilleur un peu anxieux, et quelle liberté on a, au fond, pour questionner, voire réécrire les mythes collectifs qui nous définissent aujourd'hui.